Monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir. Il est 18h. Retour de parquet pour le journaliste activiste Adama Gaye. Déféré en fin de matinée, il doit encore retourner devant le procureur de la République pour répondre des délits d'offense au chef de l'État et de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. C'est un aveu du ministre de la Justice, Malick Sall, l'assume. C'est lui qui a activé le procureur de la République dans l'affaire Adama Gaye. Il en assume la responsabilité car, dit-il, il n'est plus question de laisser qui que ce soit fouler aux pieds les institutions de la République. Déclaration de patrimoine, certains assujettis profitent du vide juridique pour échapper. L'OFNAC veut un toilettage du texte pour astreindre les assujettis à déclarer leur patrimoine. Woyofal, ces compteurs réputés être intelligents finissent par rendre la vie dure aux usagers. Depuis 2 semaines, impossible de les recharger, aucune plateforme d'achat ne fonctionne. Fusion entre Nespresso et Mercure, les employés en pâtissent, les agents de Nespresso n'ont pas été cooptés par Mercure et pourtant certains parmi eux ont des CDI, des contrats à durée indéterminée. Ils interpellent les autorités et demandent à ce que le code du travail soit respecté. En sport handball, l'équipe nationale junior vainqueur du Challenge Trophy est rentrée à Dakar en début d'après-midi. Les Lioncelles vont jouer la CAN en septembre prochain. Nous irons au marché avec Seydou Nourouba. Dans le débrief, nous serons avec Pape Ismaïla Dieng, journaliste blogueur, chef de projet à Africtivist. C'est la Ligue des blogueurs et cyberactivistes africains pour la démocratie. Au menu de l'entretien, les réseaux sociaux et la liberté d'expression. Abdou Tchamet à la technique, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Retour de parquet pour le journaliste activiste Adama Gaye, déféré ce matin en fin de matinée. Il doit encore retourner devant le procureur de la République pour répondre des délits d'offense au chef de l'État et de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. Nous y reviendrons avec Fama John qui était au palais de justice tout à l'heure. Il l'a fait et il ne regrette rien. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, déclare avoir activé le procureur de la République dans cette affaire Adama Gaye. Maître Malick Sall déclare qu'il n'est plus question de laisser des personnes, quel que soit leur rang, fouler aux pieds les institutions de la République. Voici Malick Sall, le ministre de la Justice, au micro de Mohamed Ali Mouba. L'État, la justice, ne permettra, n'autorisera plus quiconque, quel que soit son statut, de fouler aux pieds par ses paroles ou par ses activités les fondamentaux de la République. De fouler aux pieds les institutions, parce que des institutions faibles, des institutions banalisées ouvrent la voie à la déstabilisation. Je suis garde des Sceaux. Ça signifie que c'est à moi qu'on a confié les institutions de la République. Je vous assure que dans cette affaire dite Adama Gaye, j'assume ma totale responsabilité. Je ne peux pas, personnellement, en tant que garde des Sceaux, voir un individu, par ses écrits, par ses déclarations, passer son temps à insulter celui qui incarne l'institution la plus sérieuse, la plus en vue de notre République, le président de la République. J'assume totalement ma responsabilité. Aujourd'hui, le parquet saisit une information judiciaire est ouverte. Vous n'entendrez plus le garde des Sceaux que je suis se prononcer cette affaire-là, aussi longtemps que la justice n'aura pas rendu cette décision, en première ou en dernière fois. Malick Sall, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il s'exprimait ce matin en marge d'un atelier organisé par la Cour suprême sur les juridictions de fond. La juridiction qui a engagé une sensibilisation sur son véritable rôle, c'est dans le dessein de mettre fin aux erreurs judiciaires afin de garantir la sécurité des citoyens devant la justice. Papa Ballagaye. Faire en sorte que les Sénégalais soient en sécurité devant la justice et éviter les erreurs judiciaires, c'est la nouvelle trouvaille de la Cour suprême. Pour le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Malick Sall, ces échanges ô combien importants viennent à leurs heures. Il est bon que les juges qui rendent une décision et que cette décision se trouve annulée ou cassée par la Cour suprême, c'est bon que ces juges sachent pourquoi. Et ce forum, justement, aujourd'hui, ça permet aux juges qui sont dans les juridictions inférieures de discuter avec la Cour suprême, les membres de la Cour suprême, de discuter avec des professeurs en droit, de discuter avec le barreau pour faire en sorte que les juges du fond soient plus vigilants et qu'ils connaissent les 4 brevets
pour éviter effectivement que leurs décisions ne soient censurées par la Cour suprême. Interpellé sur la réforme concernant le Conseil supérieur de la magistrature, Malick Sall révèle par la même occasion que le quota de l'Union des magistrats du Sénégal va bien être revu à la hausse. Ce Conseil supérieur de la magistrature, bien que présidé par le chef de l'État et vice-présidé par le garde des Sceaux, est composé pour l'essentiel par les magistrats. La nouveauté dans ce texte, c'est qu'on a augmenté le quota des membres de l'Union des magistrats du Sénégal. Ça signifie des jeunes qui ont vu leur représentativité doubler. Parce que tout simplement, de façon effectivement arithmétique, ils sont majoritaires aujourd'hui. Près de 2 jours de conclave, un rapport des travaux sera déposé sur la table de la chancellerie et éventuellement sensibiliser les acteurs de la justice sur les voies et moyens pour une meilleure application de la loi. Papa Balla-Gaye, il y a toujours de la réticence autour de la déclaration de patrimoine. L'OFNAC le constate pour le déplorer. Les assujettis utilisent les failles du texte pour passer entre les mailles du filet. Ce matin donc, un atelier d'échange et de sensibilisation avec les ordonnateurs et les comptables publics sur la déclaration de patrimoine. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption veut un toilettage du texte. Mohamed Ali Mouba. Combler le vide juridique en matière de déclaration de patrimoine, voilà une des recommandations fortes que la présidente de l'OFNAC compte porter à l'attention du chef de l'État. Beaucoup d'assujettis exploitent les failles de la loi pour s'y soustraire. Madame Seynabou Ndiaye Yakhate. C'est la réticence au niveau des assujettis, c'est également la difficulté d'interprétation des textes. D'ailleurs, c'est la raison d'être de cet atelier, pour avoir la même compréhension, la même lecture des textes qui régissent donc la déclaration de patrimoine. Sur 1 millier d'assujettis, près de 600 ont fait leur déclaration de patrimoine. Mais beaucoup font dans la résistance. La loi comporte aussi beaucoup de failles et l'OFNAC n'a aucune possibilité de contraindre les assujettis à le faire. La présidente de l'OFNAC espère avoir un peu plus de pouvoir. C'est toujours à la pratique qu'on se rend compte des insuffisances des textes. C'est la raison pour laquelle on a organisé une série d'ateliers. L'atelier de ce matin, en fait, pour rire ensemble avec les principaux concernés, parce qu'il faut le rappeler, le ministère des Finances donc, compte le plus grand nombre d'assujettis, lire les textes, les toiletter, apporter des propositions de réforme et les soumettre à qui de droit. Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, tout comme le directeur général du budget, n'ont pas souhaité se prêter aux questions des journalistes sur la question. Mohamed Ali Mouba, il est 18h08, une courte pause et la suite. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Que se passe-t-il avec les compteurs Woyofal? Depuis 2 semaines en tout cas, les usagers ont du mal à recharger leurs compteurs. Aucune plateforme d'achat ne fonctionne. Pour ne pas rester sans électricité, la seule solution actuellement est de se rendre à l'agence Sénélec la plus proche. Reportage Anna Rocha. Nous avons pour charger. Nous avons incité à 7 heures. Madame Kébé ne sait pas ce qui se passe. La semaine dernière, c'était elle qui avait du mal à recharger le compteur Woyofal de son salon de coiffure. Hier, c'était au tour de sa famille. Chaque heure, j'essayais de recharger, mais rien. Hier, c'est finalement un voisin qui nous a conseillé d'aller à la Sénélec. Sur place, on a pu voir un code de recharge. Le courant était fini depuis la veille. À la cité Maliksi de Ouakam, où les nouvelles constructions sont nombreuses, cette situation est loin d'être un cas isolé. Fadjan Sissé a eu le même problème vendredi dernier. C'est ici, sur mon lieu de travail, que j'ai eu des problèmes. J'ai tellement essayé de recharger, à un moment, je me suis énervée et j'ai appelé la Sénélec. De vendredi nuit à samedi 13h, je n'ai pas eu de courant. La solution pour le moment se rabattre sur les agences Sénélec. Souleymane est propriétaire d'un multiservice et depuis 4 jours, il ne parvient pas à vendre du crédit Woyofal. Toutes les plateformes sont hors service. Oui, effectivement, depuis samedi, il y a un problème. Oui, sur les plateformes Woyofal, au niveau de Wari, Orange Money, ATPS. On les appelle, mais on répète la même chose. C'est un problème de technique. Seulement, point, il s'arrête là. L'incompréhension et le chagrin sont les sentiments les mieux partagés actuellement entre usagers du Woyofal. En attendant d'y voir plus clair, il faut aller faire la queue à la Sénélec et surtout acheter une bonne quantité de courant pour prévenir tout nouveau désagrément. Eh oui, Anna Rocha. Fusion entre Nespresso et Mercure. Les employés en pâtissent. Les agents de Nespresso n'ont pas été cooptés par Mercure et pourtant, certains parmi eux ont des CDI, des contrats à durée indéterminée. Ils interpellent donc les autorités et demandent à ce que le code du travail soit respecté. Josiane Si, leur porte-parole. Le 7 juin dernier, nous avons reçu une notification par écrit qui nous disait que
les activités Nespresso allaient être reprises par le groupe Mercure. Et au fil des discussions, il nous a été clairement stipulé que tous les membres du personnel ne seraient pas repris. Suite à cela, nous avons eu une réunion avec Mercure. Les dirigeants de Mercure nous ont clairement fait savoir que tous les employés ne seraient pas repris et ceux qui seraient repris seraient uniquement repris avec de nouvelles conditions Mercure, ce qui viole actuellement au Sénégal l'article 66. Nous sommes 12 CDI actuellement chez Nespresso avec quelques intérimaires. Vu que nos droits ont été bafoués, donc par voie d'huissier, nous avons fait une sommation interpellative à nos employeurs qui ne nous ont pas répondu jusqu'ici. Le courrier nous dit clairement que le 31 juillet, l'activité s'arrête. Donc il y a des pères de famille, des mères de famille, des gens qui ont des engagements. Parmi nous, il y en a qui ont pris des engagements parce qu'ils étaient en CDI. Et en une semaine, on nous dit que nous sommes à la rue. Nous sommes tous désemparés. En fait, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il y a une partie des employés certains employés ont pris un avocat. Donc aujourd'hui, vraiment, on interpelle l'opinion publique. Le traitement qui nous est donné aujourd'hui, nous ne le méritons pas. Josiane, si porte-parole de ces travailleurs de Nespresso qui demandent l'intervention des autorités. 15e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social, atelier national de partage pour réfléchir sur le développement durable, mais aussi la meilleure gestion des ressources pétrolières et gazières. Des experts du secteur et le Haut Conseil devront, dans 3 jours, trouver des mécanismes d'entente pour que le gaz et le pétrole profitent à tous les Sénégalais. Innocence Tapniaï, la présidente du Haut Conseil du dialogue social avec Nafissatou Sila. Aujourd'hui, il y a la loi sur le local content parce qu'il l'a dit le représentant des travailleurs. Ça veut dire que toutes ces ressources, tous ces revenus doivent pouvoir être, si vous voulez, répartis entre les populations, les couches vulnérables qui ont besoin de protection sociale, qui ont besoin de restrictions pour que recule la pauvreté. Donc c'est en ce moment-là que le président qui va prendre justement des actes, des décrets pour justement aborder ces questions, je pense que notre atelier vient à une très bonne heure. Nous ferons des propositions à l'exécutif. Et nous pensons qu'à travers la concertation, la discussion, les vraies questions doivent être abordées, trouver des solutions au profit exclusif des populations. C'est cela la voie du Haut Conseil du dialogue social. Et nous voulons également que les vraies questions, les bonnes questions qui interpellent le peuple sénégalais soient évoquées. Et c'est ça justement l'expertise, cet aéropage d'experts qui nous accompagne pendant les 3 jours pour que les conclusions de nos travaux puissent être portées aussi bien au peuple sénégalais que bien sûr au système des Nations Unies et au gouvernement, parce que c'est là le défi de l'exploitation du pétrole et du gaz. Innocence Tapniaï, la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Le Conseil économique, social et environnemental a ouvert ce matin sa première session extraordinaire sous l'ère Aminata Touré. Durant 10 jours, des élus et ministres vont discuter sur 7 thèmes pour ce premier jour. Ce matin donc, il était question de se pencher sur les violences faites aux femmes et aux filles. Amadou Sabarba. Des organisations de la société civile dressent un tableau sombre de la situation des femmes au Sénégal. Penda Sékou Diouf est la présidente du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces 3 dernières années, il a été recensé 31 meurtres de femmes, 362 viols, 706 femmes sexuellement agressées. 24% des filles victimes de violences sexuelles le sont en milieu scolaire, harcèlement, grossesse précoce. De novembre 2018 à juin 2019, 11 femmes victimes de viols, dont 7 ont trouvé la mort dans des conditions atroces. 3 sont des mineurs. Face à cette situation, 6 projets sont en phase de planification pour lutter contre les violences basées sur le genre. Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre. Ces projets concernent le renforcement et l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires avec les instruments juridiques internationaux. Le renforcement des mécanismes de prévention. Pour ce premier thème de la session extraordinaire, le Conseil économique, social et environnemental mise sur la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Aminata Touré, présidente du Conseil économique. La contribution du Conseil, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est d'écouter les acteurs, de proposer des stratégies et surtout de voir ce qui a marché avec les acteurs et proposer justement des solutions à l'État et aux autres institutions du pays. Du 30 juillet au 8 août, les membres du Conseil économique, social et environnemental vont échanger avec des ministres du gouvernement sur 7 thèmes, notamment l'acte 3 de la décentralisation, le plan Sénégal émergent, entre autres questions. RFM Sport.
18h15, bienvenue Youssouf Bodian. Merci Barthélémy. En sport, nous parlons d'abord de handball féminin. Avec l'équipe nationale junior du Sénégal qui est rentrée en début d'après-midi à Dakar. Les Lioncelles ont remporté le Challenge Trophy avec 4 victoires en autant de matchs. C'était à Conakry, le Sénégal qualifié donc à la prochaine CAN en septembre, mais aussi au Challenge Trophy mondial. Vous entendrez les championnes dans nos éditions du soir, c'est promis. L'athlétisme avec Caster Semenya qui ne pourra pas participer aux mondiaux de Doha. Mondiaux prévus en septembre prochain. La Cour suprême suisse a levé la suspension du règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Il oblige les athlètes ayant une différence de développement sexuel à prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone, ce que refuse donc Caster Semenya. Nouveau règlement qui va s'appliquer. Réaction de la championne sud-africaine. Elle dit donc je suis déçu de ne pas pouvoir défendre mon titre mondial sur 800 mètres, difficilement acquis. Donc un nouveau tournant dans la carrière de ces athlètes. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres athlètes qui sont dans ce cas-là. Donc il faut prendre des médicaments ou ne pas participer à ces championnats du monde qui vont se dérouler à Doha au mois de septembre. Nous parlons football, vous parlez du transfert de Idrissa Gana Gueye. Après sa signature, il va donc se reposer pendant quelques jours avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers qui sont actuellement en Asie. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain va rentrer à Dakar pour rendre visite demain, mercredi, aux enfants vivant avec le VIH. Ce sera à partir de 13h à l'hôpital Albert Royer à Fann. Idrissa Gana Gueye, donc, qui a officialisé aujourd'hui. Il a signé officiellement avec le Paris Saint-Germain un contrat de 4 ans. Le joueur de Djambar, il est passé par Djambar, il a été formé. Aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus en vue de cet institut de Saly. Un de ses formateurs, Boubacar Gadiaga, nous parle donc de ce joueur qui a toujours été ambitieux et qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Nous écoutons Boubacar Gadiaga avec Babacar Fall. J'ai pas les souvenirs, ils sont nombreux et vraiment que de bons. C'est un garçon très joyeux, très discipliné, bien organisé, très structuré dans sa tête. Donc voilà, après plein de qualités sportives parce que voilà, c'était quelqu'un qui était travailleur, très concentré, avec une grande détermination. Je pense que c'est ça sa force quoi. Après derrière ça, prédire qu'il serait là où il est actuellement, ça aurait été trop être prétentieux, mais ses qualités de joueur ambitieux, voilà, nous laissaient envisager un bel avenir. Mais aller là où il est actuellement. Voilà, c'était Boubacar Gadiaga qui nous parlait de Idrissa Gana Gueye, donc qui demain va rendre visite aux enfants malades de Albert Royer à Fann. Nous parlons toujours football à l'étranger avec l'Audi Cup en Allemagne. Le Real Madrid a été éliminé en demi-finale par Tottenham, 1-0, but marqué par Harry Kane. Notez qu'également en seconde heure, l'autre demi-finale va opposer le Bayern Munich à Fenerbahçe. Et puis le basketball, avec la préparation de l'Afro-Basket, l'équipe nationale du Sénégal s'est à nouveau entraînée ce matin au stadium Marius Ndiaye. Le sélectionneur Cheikh Sarr fait le point après donc des semaines de préparation avec l'équipe nationale du Sénégal. Les 15 joueuses ont effectué la séance de ce matin au stade Marius Ndiaye. Les galops deviennent de plus en plus intenses, confie le sélectionneur des Lions, Cheikh Sarr. Bon, le rythme s'élève progressivement parce que les filles ne sont pas venues en même temps. Il y a eu quand même un décalage entre Yacine, Aïda et les autres membres. Et maintenant, je pense qu'on est en train de niveler le niveau de forme des joueuses avec le crossfit qu'on fait 2 fois par semaine et avec les séances de défense. Le technicien revient sur le choix porté sur ces joueuses, surtout après la polémique sur le cas Oumou Hayri Thiam. De la main au pivot, si vous voyez, dans chaque poste, il y a 2 anciennes et une nouvelle. Je mise sur le jeu, sur la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir les matchs jusqu'au bout. Cheikh Sarr n'a pas manqué de se prononcer sur le tirage au sort effectué hier. Pour lui, le plus important, c'est de se concentrer sur l'essentiel, qui est le titre. On ne se concentre pas sur les équipes. On se concentre sur nous d'abord et sur notre objectif, qui est de passer le premier tour, aller en quart de finale. Peu importe l'équipe qui sera dans notre groupe, l'objectif final, c'est gagner la coupe. Donc il faut passer par les objectifs intermédiaires. Aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire et l'Égypte, c'est les équipes qui ont l'habitude de la Coupe d'Afrique. Et la formule a changé.
Là, si tu veux gagner la Coupe d'Afrique, c'est 5 matchs. Tu gagnes et puis c'est fini, c'est différent. Maintenant, c'est intense, c'est court. Et c'est pourquoi on n'a pas le temps de dormir. Il faut gagner à fond, jouer au maximum et aller au deuxième tour. Une première liste sera publiée pour le tournoi de préparation. Et au sortir de cette compétition, le sélectionneur va choisir la liste des 12 joueuses pour l'Afrobasket édition 2019. Sur le Tcham, Barthélémy, c'est tout pour le sport. Merci Youssouf Bodian. Le marché sur RFM. C'est Dounourouba. Bienvenue. Il circule sur la toile une vidéo qui montre un homme récupérant à même le sol de l'huile de palme après que celui-ci est tombé d'un fût. À Rufisque, la vidéo inquiète les consommateurs qui demandent plus de vigilance. Selon eux, beaucoup de maladies sont dues à ces genres de comportements irresponsables. Abdou Diouf Diagne, reportage. Voilà comment a réagi Ami Diémé après avoir visionné la vidéo qui fait le tour sur la toile. Vidéo dans laquelle on aperçoit un homme en train de remettre dans des bidons de l'huile de palme déversée par terre. Choquée, elle invite les consommateurs à être plus vigilants. Ce n'est pas bon pour la santé. Si quelqu'un consomme cette huile de palme, il peut tomber malade. Les Sénégalais ne se soucient même pas de ce qu'ils consomment. Ils cherchent uniquement le moins cher. Une personne doit veiller sur ce qu'elle consomme. Cette dame qui utilise souvent l'huile de palme dans ses repas a eu la même réaction. Selon elle, les nombreuses maladies dont on parle souvent au Sénégal sont liées à ce comportement irresponsable. Vraiment, c'est écœurant. C'est à nous, consommateurs, de faire très attention à ce que nous consommons, ce que nous achetons, ce que nous cuisinons. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, il y a les malaises, il y a les maladies, il y a beaucoup de décès. Et jusqu'à présent, on ignore les causes. L'État doit s'appuyer sur le levier de la sensibilisation, poursuit-elle. L'État doit prendre ses responsabilités, sensibiliser les populations, sensibiliser les consommateurs. Et j'invite aussi les consommateurs à ce qu'ils fassent très attention à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils consomment. À Rufisque, les différentes personnes rencontrées déclarent que ce geste de cet homme n'est que l'arbre qui cache la forêt. La plupart des vendeurs ne se soucient guère de la santé des consommateurs et c'est à l'État de sévir avec des mesures drastiques. Réaction du service d'hygiène par rapport à cette vidéo. En cas de saisie de produits impropres à la consommation, des sanctions pécuniaires, il y en a certes, mais il faut aller au-delà selon Pape Malal Sow, chef du bureau contentieux et adjoint au chef de sous-brigade du service d'hygiène de Dakar. Il est au téléphone avec Nefessa Toussila. Notre première réaction, c'est d'abord de saisir le produit, de le détruire. Parce que ce produit-là est impropre à la consommation. C'est d'abord de le sanctionner. Mais les sanctions qui sont prévues par le législateur ne sont pas des sanctions coercitives. Ce sont des sanctions pécuniaires qui varient de 3 000 francs à 18 000 francs. Si peut-être que le législateur avait modifié le code de l'hygiène et que vraiment il y a des sanctions privatives de liberté, dans ce cas-là, peut-être que les commerçants violeux seront beaucoup plus avertis et faire attention à ce genre de phénomène-là, qui peut porter atteinte même à la vie d'un individu. Il y a quand même une risque de réclamation qui est là, quand même, qui concerne pratiquement plusieurs aspects, allant des troubles de voisinage, des ventes de denrées alimentaires sur la voie publique et autres quand même qui ne sont pas protégés. À chaque fois que nous saisissons ces opportunités-là, quand même, on va envoyer une équipe qui va faire quand même le contrôle. Si c'est avéré, on retire le produit, on sanctionne l'individu conformément à la loi. L'hygiène et la qualité du produit remise en question. D'où vient alors l'huile de palme que nous consommons? Abdoulaye Diallo, notre correspondant à Kolda, nous fait savoir qu'une bonne partie est produite par des femmes à Casamance. L'huile de palme nous provient également de la Guinée-Conakry et de la Guinée-Bissau. Reportage. L'huile de palme est une denrée très prisée par les Sénégalais. Cette huile est extraite des noix de palme. Le palmier qui pousse généralement dans les rizières occupe une bonne place dans la flore en Casamance. Madame Baridjana Babalde, cette huile de palme provient des palmiers. C'est dans les rizières que ces palmiers-là produisent beaucoup. C'est pourquoi des femmes de la Casamance sont parmi les plus grands producteurs d'huile de palme. À Sarengay Post, vous voyez des femmes qui ont leur matériel, qui font eux-mêmes leur propre huile de palme. Vous voyez aussi les femmes journalièrement qui quittent les villages environnants de Bantankoundou, qui viennent vendre leur huile, elles-mêmes qui ont produit cette huile-là, parce que l'arbre provient de leur rizière. Mais aussi, une importante quantité d'huile de palme vendue au Sénégal vient de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry en passant par Diaoubé. Bien sûr, la Guinée-Bissau est pleine d'arbres palmiers de très beaux races.
Oui, si vous voyez le marché de Diaobé, il y a une huile de palme qui provient de la Guinée-Conakry. Ça aussi, c'est de l'huile pure. Mais cette huile-là aussi, ils sont stockés dans des barriques qui restent des années au niveau de Diaobé. Et parfois, ça aussi, il y en a d'autres qui viennent acheter pour aller revendre et qui mettent ces produits dont je vous ai dit. Cette huile de palme est un produit essentiellement naturel quand il quitte son lieu de production. C'est de transaction en transaction qu'il perd sa qualité originale du fait de l'action de revendeurs véreux. Maintenant, tu vois de l'huile de palme qu'on mélange avec des produits chimiques. Généralement, l'huile commercialisée dans les régions du Sud est un produit de haute qualité selon les producteurs et les consommateurs. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. Merci à Abdou Diagne et Abdoulaye Diallo. À vous également, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup à Seydou Nourouba. 18h26, l'heure du débrief. Nous sommes avec Papa Ismaël Dieng. Papa Ismaël Dieng, bonsoir. Bonsoir Barthélémy. Vous êtes journaliste, blogueur, chef de projet Africtiviste. C'est la Ligue des blogueurs et cyberactivistes africains pour la démocratie. Alors, on a constaté des dérives, Monsieur Dieng, des dérives ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Comment vous appréciez cela d'abord? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'utilisation du mot dérive signifie que, en fait, c'est un comportement, dérisoire par rapport à la grande masse, ce qu'elle fait la grande masse, en fait. Cela veut dire que, en fait, c'est quelques personnes qui peut-être dépassent les bornes. C'est pour ça que je suis pas, ça m'étonne qu'on insiste autant sur les dérives, alors que le mot lui-même indique que c'est peut-être une petite quantité de personnes qui dépassent les bornes par rapport à la grande masse. Mais comment est-ce que nous l'apprécions? Nous pensons que c'est dommage. C'est des choses que nous ne pouvons pas encourager, que personnellement je ne peux pas encourager. Mais je considère que c'est surtout une question peut-être d'éducation et de formation à la culture du numérique qui pourrait éviter ce genre de situation-là. Les gens devraient savoir que le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre qu'ils ont dans la vie de tous les jours, c'est la même chose qu'ils devraient amener dans la vie numérique et dans la vie virtuelle, disons. Alors, à travers votre expérience, comment utiliser sa page Facebook, son blog, son compte Twitter, sans heurter les sensibilités? Alors, pour ça, il faudrait, comme je l'ai dit, rester dans ce qu'on appelle le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Ne pas faire des choses parce qu'on est dans le virtuel et qu'on se croit couvert d'un anonymat qui fait qu'on se croit tout permis, qu'on croit qu'on peut tout faire là-bas. En clair, être plus responsable, c'est ça? Exactement, une utilisation responsable. Alors, une utilisation responsable, elle dépend de deux choses. Elle dépend d'abord du cadre légal qui est posé, c'est-à-dire qu'il faut rester dans ce cadre légal-là, même si très souvent dans beaucoup de pays, ce cadre légal devient de plus en plus restrictif, mais il faut quand même éviter d'en sortir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de respecter, j'ai envie de dire, le cadre moral, mais vu que la morale n'est pas quelque chose d'écrit et qu'elle diffère selon les peuples, les cultures, mais en tout cas, ne pas dire des choses qu'on ne pourrait pas assumer publiquement devant les gens. C'est surtout ça, en fait, qui déterminerait peut-être ce que j'appellerais la responsabilité morale. Vous parlez de responsabilité. Justement, quelle responsabilité l'activiste a-t-il dans ses prises de position? La première, c'est de devoir assumer ses prises de position devant la justice si nécessaire, devant les hommes, devant tout le monde, comme tout le monde. Après, quelle est sa responsabilité? Je pense que l'activiste devrait devrait se donner comme mission d'apporter une information, pas dans le sens journalistique de la chose, mais dans le sens peut-être de l'analyse, de la compréhension d'une chose. C'est-à-dire, le journaliste, il va traiter le fait. L'activiste devrait, en parlant de ce fait-là, peut-être mieux ouvrir les yeux des gens et les aider à mieux comprendre. Et dans ce cas-là, sa responsabilité aussi est engagée par rapport à ce qu'il va dire aux gens, par rapport à l'orientation qu'il va donner à son analyse. Donc, il ne faut pas vouloir éclairer jusqu'à heurter, c'est ça? Oui, il n'y a pas de mal si on est capable d'éclairer. Justement, le boulot de l'activiste, c'est ça. Bon, j'utilise le terme boulot, mais c'est pas un travail. Mais en tout cas, sa mission un peu, c'est ça.
c'est d'amener un éclairage aux gens par rapport, par exemple, si vous avez quelqu'un qui s'active dans le domaine de la santé et que les gens se posent des questions dans ce domaine-là, il devrait pouvoir amener quelques explications, trouver de la ressource pour amener des explications et aider les gens à comprendre et surtout amener les gens à agir. Parce que dans le mot activiste, il y a action, donc agir. Et c'est ça le plus important qui fait qu'aujourd'hui, dans le rôle de l'activiste, c'est la part la plus importante d'amener, de pousser les gens à agir pour amener un changement dans un domaine donné dans lequel ils s'activent. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous, activistes, vous vous réunissez souvent entre blogueurs pour, en tout cas, le respect de certains du code de conduite, si l'on sait que la liberté d'expression a des limites, elle est encadrée? Oui. L'année passée, le réseau des blogueurs du Sénégal avait organisé un Daje Tweetup, c'est les rencontres périodiques que le réseau des blogueurs organise pour justement parler de l'utilisation du digital face à la nouvelle, face au cadre juridique, au nouveau cadre juridique avec les lois de 2008, avec toutes les lois qui ont été votées. Ça s'est passé l'année passée. C'est quelque chose qui est important. Cela fait plus de 10 ans que des blogueurs, que les activistes réunis au sein du réseau des blogueurs et réunis aujourd'hui au sein d'Afrique-TV, comme disent aux gens de faire attention, essaient d'informer les gens sur les cadres juridiques, sur le cadre légal dans lequel ils évoluent pour éviter justement ce genre de problème où des personnes risquent de se retrouver en prison. Mais également de faire comprendre aux gens que la seule arme de l'activiste aujourd'hui, c'est de donner une information vraie et vérifiée. Il ne s'agit pas aujourd'hui juste de donner une information pour alerter les gens ou pour alarmer les gens, mais il faudrait que cette information soit vraie et vérifiée et surtout qu'elle amène une valeur ajoutée dans le débat public pour mieux aider les citoyens à comprendre. Merci beaucoup. Merci Jean-Ismaël Dieng. Merci beaucoup, Barthélémy. Je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur, chef de projet à Afrique-Tiviste. C'est la Ligue des blogueurs et cyberactivistes africains pour la démocratie. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal. C'est la principale information à retenir. Retour de parquet pour le journaliste et activiste Adama Gaye. Déféré en fin de matinée, il doit encore retourner devant le procureur de la République pour répondre des délits d'offense au chef de l'État et diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient à 19h. Un flash en Wolof. Bonne suite de programme.